Donc, l'entrée numéro 7, qui était due la semaine 9, cet article parle des spécificités du tutorat en langue, et ça part en fait de l'idée que l'apprentissage d'une langue euh, fait usage de la communication langagère à la fois comme moyen, donc on va parler dans la langue cible, mais c'est également le but visé, donc c'est également l'objectif visé euh, qui est améliorer ses compétences langagères. Puis, étant donné cette idée, il y a trois conséquences en fait. La première, c'est il est crucial de trouver du matériau verbal ressenti comme authentique. Il est important de placer les échanges au premier plan, donc l'échange verbal. Puis le troisième, c'est de noter que toute forme d'interaction verbale peut conduire à des acquisitions langagères. Et puis l'approche par des tâches, donc une tâche authentique, autrement dit l'approche actionnelle, va être vraiment une approche préconisée dans l'apprentissage des langues euh, en ligne, par exemple, parce que ça s'approche le plus à la réalité, donc des tâches réelles et authentiques. Euh, et puis le reste, oui, et quand il s'agit de la tâche même, j'ai fait ici une petite carte conceptuelle. Donc paramètre d'une tâche, ça part de la production verbale, qui est le résultat attendu de toute conception de tâche. Puis le document support, c'est donc l'input, c'est l'entrée donc c'est le matériau langagier et iconique mis à disposition des apprenants. Euh, et puis le troisième, c'est le scénario de communication, qui est le mode de travail collectif, la disponibilité du tuteur, les caractéristiques ou propriétés de l'outil, puis la composante sociale et communicationnelle. Et j'ai oublié un cinquième paramètre, c'est ce qui est la temporalité. Donc, s'il s'agit soit d'un cours synchrone ou soit d'un moment asynchrone. Donc ça, c'est aussi important. Puis, l'article touche à la correction. Donc, plusieurs options pour ça, production, pour la production écrite, pour la production orale, et la conclusion énumère les trois composantes en fait de la profession d'un tuteur en ligne. Donc, il y a trois types de compétences spécifiques que le tuteur en ligne doit maîtriser. La conception et aménagement des tâches, donc des tâches authentiques préférablement. L'animation des échanges, donc mener à bien assurer en fait la bonne exécution des tâches et la correction des productions. Donc, et en plus de ça, les tuteurs sont amenés à faire ressentir une présence à distance, qui est aussi vraiment important. Donc voilà pour ça. Donc, la huitième entrée, donc semaine 10, qui parle sur la rétroaction médiatisée par l'ordinateur. That is computer mediated feedback. Ils ont mis en perspective, ils ont tiré la comparaison entre l'efficacité de screencasting software comme Jing ou bien Screencast-O-Matic, ce que j'utilise maintenant. Mais Jing, c'est quand même un peu différent parce que ça ne permet que 5 minutes de prise de parole. Et de common function dans des logiciels tels que Word. Et donc, ils ont comparé les deux. Puis, pour le screencasting, il y a naturellement plus de mise en contexte, il y a plus d'explications, il y a plus d'espace pour expliquer, plus de temps pour expliquer. Euh, et souvent, il y a eu plus d'erreurs retenues par l'apprenant
mais ça dépend vraiment du genre ou du type d'erreur. Et puis les cases, donc les cas en allemand, et le choix de mots, c'était mieux expliqué et mieux retenu après avoir eu recours à un screencasting software. Puis le processus de révision était plus rapide et il y a plus un rapport de confiance qui s'installe entre l'apprenant et le prof. Ça, c'est les deux derniers, c'était une opinion, c'était les opinions des étudiants. Et puis, qu'est-ce qui est l'avantage de la fonction commentaire en Word? C'est le error code, donc il s'agit vraiment de error code commenting. Il y a souvent une grille que le prof fournit aux étudiants euh, pour donner un aperçu des erreurs qu'il a notées. Puis surtout, quand il s'agit de l'orthographe et des verbes ou des conjugaisons, le Word Common Function est beaucoup plus saillant, beaucoup plus adapté. Mais à nouveau, ça dépend vraiment de la nature de la faute et en fait le temps d'explication que ça requiert. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de voir un peu les différents genres de rétroaction, donc les deux en tout cas. Moi j'ai jamais été, on m'a jamais donné une rétroaction par un screencast, donc peut-être ce sera une bonne idée, Madame Madame Amel de faire ça une fois, ce sera une bonne expérience, mais en tout cas, moi j'ai jamais eu ça. Je sais que je retiens presque jamais les commentaires qu'on me donne dans un document ou à l'écrit. J'ai vraiment du mal à me retenir ou me souvenir des erreurs faites avec des commentaires écrits. Peut-être pour l'autographe, ok, mais souvent, moi, je suis tellement visuel que je préfère une vidéo, bien entendu. Donc voilà. Donc voilà l'entrée numéro 9 de la semaine 12 qui parle des analyses des interactions avec un S. Euh, donc cet article, comme l'article de la semaine 3, donc l'entrée 3, se focalise sur la question What do learners do when interacting with computers? Et comment est-ce qu'on peut améliorer ou remédier à ça? Donc, une phrase saillante de cet article, Human beings adapt, change and learn through their interaction with machines, tools or other humans. Et ça revient un peu à l'idée de ergonomique. Donc, ergonomics place the user at the center of this investigation. Puis, il y a quatre choses dont cet article parle. Donc, c'est ergonomics, comme on a déjà vu dans l'entrée 3. Eye tracking. Donc, ça peut vraiment donner une idée de ce que la personne fait avec ses yeux, donc où et pour combien de temps est-ce que la personne est fixée sur une partie du logiciel, par exemple. Et puis ça peut donner des idées et des inférences sur des processus perceptibles et cognitifs. Puis des usability tests qui évaluent l'efficacité et la satisfaction de certains types de logiciels. Et puis des learner personas, donc c'est des archétypes d'usagers qui sont en fait fondés sur des vraies personnes, des vrais usagers plutôt, et qui sont considérés comme, oui, un groupe, donc un archétype. Donc j'ai trouvé ça intéressant, cette idée de learner persona, c'était vraiment une nouvelle, même le eye tracking, j'ai jamais vraiment vu comment ça se passe, mais je crois que ça va avec la chaleur. Mais le learner persona, je trouve ça vraiment une bonne idée de voir s'il y a des archétypes d'usagers, oui, qui utilisent les mêmes, qui procèdent de la même manière, en fait. Donc voilà, ça pour semaine 12. Et voilà la 10e entrée de la semaine 13, qui était un bon article pour mettre un point final au cours, je trouve. Ça a bien repris ce que cela veut dire, en fait, d'être un call specialist. Donc, dans l'article, on donne
la définition, someone with deep knowledge and an elaborated skill set in a technical and pedagogical domain. Donc, en fait, ça fait vraiment une grande différence entre quelqu'un qui est rompu, par exemple, à la partie technique et en même temps dans le domaine pédagogique. Donc, si les deux sont ensemble, on appelle ça un call specialist ou un expert. Et puis, si on est juste rompu à la partie technique, par exemple, on appelle ça un adjunct ou un adjoint. Puis, il y a beaucoup de domaines de spécialisation. Il y en a quelques-uns qui, je les ai notés ici. Donc oui, par exemple, listening, speaking, reading, writing, communication, pronunciation, grammar, vocabulary, assessment and teacher education. Et puis, il y a quelques domaines qui sont nés justement dans CALL itself. Donc, distance education, teaching, online teaching, learning lab coordination, learning management, natural language processing. Donc, ce sont des domaines qui sont vraiment propres à CALL et les autres peuvent aussi, par exemple, le listening et toute cette liste qui m'a essoufflé. Euh, ça, ça fait plutôt partie, ça pourrait aussi faire partie, par exemple, d'un domaine linguistique général. Euh, donc, ça parle un peu de, oui, ça parle de trois exemples de spécialistes, donc the pronunciation specialist, oui, c'est tout le temps qu'ils ont des skills dans le call, domaine de call, donc de apprentissage des langues assistées par ordinateur, et dans des domaines qui ne relèvent pas de ce domaine. The distance education specialist, the classroom teaching specialist, et puis un dernier chapitre aborde le sujet de comment est-ce qu'on enseigne de nouveaux spécialistes, donc les options qu'il y a pour les éduquer. Voilà. Donc je pense que c'était un bel article concluant plutôt. Et voilà, ça c'était un peu ma réflexion sur les articles et mon journal. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté tout ça. Finalement, un screencast automatique n'était pas assez. Je pensais que je pouvais tout faire genre en 15 minutes là, mais ce n'était pas possible, donc j'ai dû en faire deux, donc excuse. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes. Merci beaucoup. Au revoir.